Bienvenue dans le balado du CRIAC, où l'innovation aérospatiale prend son envol. Dans chaque épisode, on découvre les idées de celles et ceux qui façonnent ce secteur. Des acteurs clés qui collaborent pour bâtir un Québec plus innovant et durable. Je m'appelle Stéphanie Dion, je suis directrice communication et engagement au CRIAC. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer l'épisode qui s'intéresse à la mobilité aérienne avancée. On a avec nous en studio John Valley, président, et Yannick Richard, vice-président exécutif de l'entreprise Vertico Mobilité. On va s'entretenir avec eux au sujet de leur cheminement, les ayant menés à la création de l'entreprise et au déploiement d'un projet d'impact pour le Québec. Alors, merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va démarrer avec un aperçu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de bâtir cette entreprise-là, Vertico Mobilité, puis sur quelle base vous vous êtes associés? Mon accent l'a peut-être trahi. Je viens de Suisse. En Suisse, j'avais eu la chance d'être, je dirais, dans un environnement très large de Solar Impulse, l'avion qui a fait le tour du monde, que j'ai regardé avec une passion débordante il y a plus de 10 ans en arrière maintenant, le temps passe vite. Et quand j'ai fait mon immigration, que je suis venu au Québec, je suis resté un peu dans le monde de l'aviation que j'avais déjà touché un petit peu en Suisse dans mon ancienne vie. D'où vient l'idée de faire une école basée sur justement des avions électriques et de les maintenir, etc. C'est parce qu'il y a une spin-off de Solar Impulse qui s'appelle H55, que j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir dans ce balado. Ces gens sont merveilleux. Et H55, en fait, avait à ce moment-là le désir de venir s'installer ici à Montréal. Et on a eu l'occasion avec Yannick de les côtoyer et de vivre ça un petit peu, en tout cas tout au début avec eux. Et comme il y avait cette possibilité d'avoir cette technologie d'avion électrique, j'en avais parlé à Yannick en lui disant, mais écoute, regarde, on pourrait faire quelque chose. Je crois que même je disais encore regardez à l'époque. Et Yannick est venu avec ce concept que j'adore aussi, le principe des océans bleus. Et c'est pour ça que j'avais gardé sa carte d'affaires. Et là, on est parti, comme on dit au Québec, champ gauche. Et on a commencé à se dire, OK, les avions électriques, c'est une chose, mais quelle est la vision, en fait, qui viendra derrière ces avions électriques? C'est là qu'on est parti sur tout le développement eVTOL, taxi aérien, donc, etc. Et en regardant toujours aujourd'hui évoluer la technologie, on se rend compte des freins pour les gens, c'est typiquement le bruit qui pourrait sortir. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que des avions électriques sont même plus détectés auditivement par des systèmes qui sont censés les tracer sur certains aéroports. Donc, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. On brise des barrières en permanence. Et puis, avec Yannick, quelque part, on profite de tout ce que ces gens développent. Tous ces gens contribuent, en fait, à cette grande vision, on va dire. Voilà d'où je viens. Super beau parcours. Là, vous êtes au Québec quand même depuis de nombreuses années. Maintenant, vous avez complètement adopté... Tout sauf l'accent, malheureusement, mais j'y travaille encore. Et de votre côté, Yannick? Moi, on peut dire que dès l'université, je pense que j'étais un touche-à-tout. J'avais pas envie de me spécialiser sur quelque chose de très précis. Je savais que l'administration, le droit, les affaires, l'international, tout ça m'intéressait. Même qu'au travers, j'ai fait un bac par cumul pour au final me ramasser avec 7 certificats et une maîtrise en sortant de l'université, avec des certificats qui ne fitaient pas avec le restant. Parce que je voulais essayer d'ouvrir mon esprit. Et sérieusement, ça, je n'en étais pas conscient au moment où je faisais mes études. C'est vraiment avec le recul que je me rends compte parce que professionnellement, j'avais créé une entreprise qui s'appelle TMA Communication que j'ai vendue il y a quelques années. Et même à l'intérieur de ça et par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec au-dessus de 300 startups. Pour encore une fois, avec le recul, me rendre compte que je cherchais le domaine dans lequel je pouvais fixer mon attention de façon permanente sans m'ennuyer. En fait, à la base, on a commencé à travailler ensemble, ça fait déjà 4 ans. John m'a appelé suite à une intervention que j'avais faite dans l'entreprise dans laquelle il travaillait à ce moment-là pour me parler d'un atelier de réparation d'aéronefs électriques. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ouais, ça peut être intéressant, parle-moi en plus, de quoi on parle. » Et là, il m'a introduit au niveau des eVTOL, des
taxis aériens, des appareils qui décollent et atterrissent à la verticale et tout l'univers que ça l'ouvrait en termes de mobilité. Comme je suis un adepte d'océan bleu, donc des marchés pas définis dans lesquels, quand tu rentres, tu contrôles quasiment les règles du jeu. J'ai vu là quelque chose d'hyper intéressant et j'ai un peu chamboulé le projet et je les ai amenés carrément dans l'avenir avec le futur Air Taxi, avec une approche fort différente. Et en fait, avant ces 4 années-là, j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'était un eVTOL. Alors, on part de loin. Mais on arrive vite à s'associer pour créer l'entreprise. Alors là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette intention-là entrepreneuriale? Chez Vertico Mobilité, c'est qu'on ne développe rien. En fait, on travaille avec l'ensemble des joueurs de l'industrie pour intégrer les différents développements de chacun pour former un tout fonctionnel. Donc ça, c'est un tout technologique qui permet aux futurs Air Taxi ou Air Cargo de se poser. Parce qu'il faut comprendre que les Air Taxi ne se poseront pas n'importe où dans les centres-villes. C'est infaisable. Mm-hmm. Notre approche, c'est que le début et la fin, il faut s'en occuper maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire commencer par le début et la fin? Stratégiquement, il fallait penser à un moyen pour qu'au moment zéro, quand on soit prêt, on ait un nombre suffisamment de clients pour opérer en étant au point mort au niveau rentabilité. Oui. Ce point-là, on y a réfléchi d'une approche immobilière et on a tout simplement essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait faire dans une zone donnée d'habitation, favoriser le fait que les gens allaient utiliser le Air Taxi. Et le résultat est somme toute assez simple. On élimine les routes et les voitures de cet environnement-là. Donc, la seule façon que les gens peuvent sortir du quartier-ville, qu'on appelle, que nous, on a nommé verticité, c'est en fait soit à pied, soit par Air Taxi. Donc, à ce moment-là, si on fait un quartier-ville suffisamment volumineux, l'hypothèse de départ qu'on a pris, c'est 4000 personnes. Donc, on se retrouve avec 4000 clients dès le départ pour nos Air Taxi et on est en mesure de démarrer avec un break-even point dès le départ. Donc, ça, c'est une des approches stratégiques. L'autre, c'est une approche qui est plus humanité ou sociétale ou écologique, prenons-le comme on veut. Il y a une dame qui s'appelle Diane Strauss qui fait partie du Haut Conseil pour le climat en France, qui est directrice du transport et de l'environnement, qui a changé un peu mon approche au niveau urbanistique. C'est de dire, dans 15 ans, si on se retrouve avec des embouteillages de voitures électriques, l'humanité n'aura pas compris le changement qui est à faire dans la société pour arriver à nos fins en termes de production de gaz à effet de serre et tout et tout. Donc, cet élément-là me faisait aussi comprendre que, oui, avoir une ville sans route, sans voiture nous permet de maximiser l'utilisation des Air Taxis, mais permet également, parce qu'il n'y a aucun stationnement, donc 4000 personnes, 1800 appartements à peu près. Normalement, on a un ratio d'1,8, 1,9 véhicules par porte ici au Québec. Donc, on élimine, d'une certaine façon, environ 3500 voitures sur le parc automobile du Québec. Donc, c'est cet élément de pensée-là aussi, et en faisant des copier-coller de verticité qu'on développe ici et là, au fil du temps, normalement, le nombre de voitures sur nos routes devient plus bas et ça devient plus intéressant et plus facile à contrôler en termes environnementaux. C'est vraiment fascinant. Puis en même temps, à l'heure actuelle, c'est une théorie tout ça, d'intégration de différents transports, parce que là, j'entends l'aérien, mais on a parlé de voitures électriques. Donc, à un moment donné, la ville de 4000 habitants dont vous parlez, elle ne peut pas être coupée du monde. Elle doit se connecter elle aussi. Donc, ça peut ressembler à quoi tester cette théorie-là aujourd'hui? Passer du concept à la réalité peut paraître pour certains assez simple, mais c'est hyper complexe. Oui, cette ville-là va être reliée à du transport en commun, du transport électrique ou non, mais il va y avoir différentes facettes. Mais au-delà de ça, il faut faire sûr que le concept qu'on établit, qu'au niveau sociologique, psychologique et tout, les gens n'aient pas l'impression d'être dans une prison. Donc, si on pousse l'idée à l'extrême, il va falloir que la ville s'occupe de ses propres recyclages, déchets, eaux usées, etc., que ce soit vraiment traité directement sur place parce que on peut pas demander aux gens de ne pas utiliser de véhicules et de continuer à utiliser des véhicules pour déplacer les déchets. Fait que
il y a tout un univers de facettes qu'il va falloir traiter avec les universités. Au-delà de ça, il va y avoir des simulations, il va y avoir des développements qui vont être faits, entre autres, avec une compagnie qui s'appelle Thales, où on va développer un système intelligent qui va permettre d'intégrer différents systèmes de contrôle. Donc, il y a beaucoup de développement à faire parce que les gens doivent pouvoir faire leur épicerie, le ramener à la maison, que ce soit simple. Il n'y a pas 500 mètres à faire pour aller faire l'épicerie. C'est pas tout le monde qui veut marcher, même si la marche, c'est la santé également. Ben oui. Donc, c'est tous ces concepts-là qu'il faut intégrer, unifier et relier directement tout l'ensemble des technologies au niveau de la mobilité aérienne avancée qu'il va falloir mettre en place également. Parlez-nous un petit peu du projet Corridor. C'est un projet dont on se réjouit d'avoir soutenu le démarrage avec le CRIAC et d'autres partenaires d'affaires. Le projet Corridor, en fait, ça a un rôle de preuve de concept par rapport à la technologie qui va permettre justement de réaliser des modèles d'affaires liés à la mobilité aérienne avancée. L'idée, c'est d'être capable justement d'amener des technologies qui ont déjà été développées, en l'occurrence par Thales, dans les plaines du Dakota du Nord, de rendre ce développement compatible avec le Canada, respectivement le Québec, bien sûr, et de mettre les premiers jalons qui vont permettre de gérer le trafic aérien qui était jusqu'à maintenant segmenté. Il y avait des zones qui étaient autorisées ou pas pour faire certaines choses, alors qu'en ce moment, le but du jeu, c'est d'intégrer le trafic et d'être capable d'avoir l'aviation générale qui s'intégrera à la mobilité aérienne avancée, donc tous ces nouveaux vecteurs qui sont en train d'arriver. Donc le Corridor là-dedans est vraiment une étape cruciale, majeure et extrêmement intéressante à laquelle on participe avec Jones, qui est notre partenaire de projet. Eux s'occupent de la partie du drone actuellement pour mettre de la technologie à l'intérieur, y compris de l'intelligence artificielle qui viendra aussi autonomiser les vols et qui amène la voie justement à baisser l'intervention humaine sur tout ce qui est en train de se passer. Et Jones va ensuite transférer ça dans son vecteur qui est le futur taxi aérien, le Jones Journey, qui permettra de réaliser à ce moment-là des vols de passagers. Mais c'est clair qu'avant d'arriver là, ce sera des vols de cargo qui seront réalisés à basse altitude pour commencer, à plus haute altitude ensuite pour réaliser ces intégrations. Ce qu'on comprend de Corridor, c'est que les raisons pour lesquelles il va y avoir des déplacements aériens, ça va être pour du transport de marchandises. Qu'est-ce qui va se déplacer en fait dans ce fameux corridor? En fait, l'idée sous-jacente, c'était de se dire, OK, faisons quelque chose pour faire avancer la technologie, mais quel cas d'affaires, pas forcément rentable, mais un cas d'affaires qui pouvait rentrer dans quelque chose de financé, etc., pouvait fonctionner. Et on est rentré en contact avec le CIS de Lanaudière, qui était intéressé à pouvoir monter des matériels d'urgence ou de nécessité à des moments précis comme des coupures de route ou ce genre de choses vers la communauté Atikamekw de Manawan. Et c'est là qu'on a commencé à faire la réflexion sur comment est-ce qu'on peut monter ces éléments entre l'hôpital de Joliette et la communauté de Manawan. Et c'est clair que là, on commence avec des drones qu'on va dire petits, entre guillemets, qui font 3,40 m d'envergure. Donc, c'est pas un énorme avion qui monte. Et on attend un premier prototype avec un poids au décollage de 600 kg pour l'année prochaine. Donc, les choses se mettent gentiment en place, mais au fur et à mesure que vous rendez le vol plus complexe, soit par un risque au sol, soit par un risque en vol, ça demande des autorisations et d'aller plus loin. Et là, on a eu énormément de chance d'avoir Transport Canada et IZ qui nous ont supporté énormément pour avoir des bonnes autorisations et être capable de faire ses premiers pas dans ce qui était en fait le travail que personne ne voyait. C'est rassurant de savoir qu'on peut amener des soins d'urgence puis du matériel de soins de santé dans des zones un peu plus éloignées. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir que c'est sur un vrai cas. C'est une offre qui est basée sur un vrai besoin. C'est un besoin de plus qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Donc, quelque part, c'est assez choquant de se dire qu'aujourd'hui, ça puisse arriver parce qu'il y a une crise cardiaque, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec les médicaments. Et ça peut être aussi des choses beaucoup plus frivoles, comme des boulons de roue, parce que l'ambulance avait cassé un boulon en montant sur la dernière partie de la route qui est en gravel, et l'ambulance est restée bloquée pendant 72 heures. On intègre ces éléments-là, on essaie de les comprendre correctement et d'apporter des réponses. Oui, effectivement. Et on a regardé de façon très proche ce qui se développe un peu partout dans le monde, qui fait quoi, qui a fait certains développements spécifiques sur un élément technologique. Donc, non seulement on regarde ce qui se fait à l'international, mais il y a également beaucoup de monde qui nous appelle pour voir comment on peut les aider à avancer dans leur processus de mise en place de réseaux de vertiport et de air taxi. Wow, quel exemple de leadership québécois! C'est incroyable de voir que ça, c'est en train de se produire. Je suis ravie qu'on puisse en parler, en apprendre davantage, puis de suivre aussi le développement de ce projet-là.
Je vous souhaite vraiment bon succès. Je suis en train de fermer tranquillement la séance. Je savais pas trop où est-ce qu'on allait arriver non plus, où est-ce qu'on allait atterrir. Non, c'est beau. Je me permets un petit retour sur votre parcours respectif. Je pense que vous êtes une preuve que la polyvalence, l'intérêt sur différentes technologies, puis la curiosité peuvent mener loin, peut-être même jusqu'à au-dessus de 1000 pieds au-dessus de la ville de Montréal. Merci beaucoup. Au plaisir. Ce contenu a piqué votre curiosité? Voulez-vous en savoir plus? Visitez-nous à notre site web criac.aero pour découvrir d'autres projets, ressources et collaborations en aérospatiale. Et surtout, restez à l'écoute.